Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Alors nous sommes à 18 mois de la prochaine présidentielle américaine. À quoi faudra-t-il s'attendre entre son bilan, ses trous de mémoire, les soupçons de corruption autour de l'Ukraine et les casseroles de son fils? Joe Biden pourra-t-il vraiment être candidat? Face à lui, que va-t-il advenir de Donald Trump et lui aussi ses gros ennuis judiciaires? Et à mes côtés pour ce bilan américain, Gérald Olivier. Bonjour monsieur, merci infiniment d'être encore avec nous pour nous faire profiter de vos lumières. Alors je vous représente au cas où, vous êtes journaliste, spécialiste de la politique américaine, chercheur associé à l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous avez également publié de nombreux ouvrages, mais je parlerai évidemment de Sur la route de la Maison-Blanche qui était publié chez le regretté Jean Picolec. D'ailleurs, c'est l'occasion de lui rendre hommage. Absolument. Alors pour commencer, Gérald Olivier, nous sommes 2 ans et demi après l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Il est arrivé à la Maison-Blanche dans un contexte très particulier, d'élections discutées, remises en cause par une grande partie de l'électorat, notamment de Donald Trump, bien sûr. Une société fracturée, donc. Aujourd'hui, où en sommes-nous aux États-Unis ? Écoutez, les États-Unis de Joe Biden sont un pays en crise. Ça, je pense que tout le monde va le reconnaître. Vous avez parlé de certaines fractures qui existaient avant, qui ne sont absolument pas refermées aujourd'hui. C'est un pays dont l'économie bégaye, un petit peu comme son président, c'est tout le problème, parce que actuellement les États-Unis commencent à connaître ce que certains appelaient dans les années 70 la stagflation. C'est-à-dire la croissance est faible, certes l'emploi est là, le chômage n'explose pas, d'ailleurs dans certains secteurs on serait plutôt à court de main-d'œuvre qu'autrement, par contre les revenus ne progressent pas, l'inflation est toujours là, c'est une inflation qui fait toujours du mal aux ménages américains, les Américains ont tendance à beaucoup vivre très très endettés. Donc ils ont vécu une époque où les taux d'intérêt étant tellement bas, avoir des dettes ne posait pas de problème. Quand ces taux d'intérêt remontent, ce qui a été le cas au cours des 2 années passées, eh bien ça se sent beaucoup au niveau du portefeuille. Il y a beaucoup d'Américains aujourd'hui qui se plaignent de l'économie Biden. Récemment, Joe Biden et même son épouse Jill, la première dame, étaient sortis. Les médias ont du mal à couvrir ça parce que ce n'est pas un président très populaire. Et on pouvait entendre dans la foule des gens qui étaient là et qui criaient moi je veux mon essence à 1,50 $ comme avant. Aujourd'hui elle est à 3. Parce que justement ça fait partie comme des secteurs économiques qui ont été beaucoup touchés par l'inflation. Donc l'économie américaine a tendance un petit peu à bégayer. La bourse n'a absolument pas progressé au cours pratiquement des 20 mois écoulés. Néanmoins, Biden, grand-papa, est toujours là et il a l'intention de se présenter une nouvelle fois à la Maison-Blanche en 2024. Il a parfaitement le droit de le faire. Hein. C'est son premier mandat. Mais j'avoue qu'autour de lui, on sent un certain nombre de doutes commencer à percer, aussi bien dans les médias, sur sa capacité non seulement à être candidat, mais surtout à mener campagne. Il y a des critiques qu'on ne voyait pas dans la presse et qui commencent à apparaître sur sa personne, autant que sur sa politique. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire. On en parlera peut-être à nouveau lorsqu'on parlera de son fils Hunter. Mais aujourd'hui, Joe Biden est le grand-père d'une enfant de 4 ans qui est illégitime, puisque c'est la fille que Hunter a eue avec un personnage qu'il n'a pas épousé derrière. Elle était stripteaseuse, peu importe. Mais ils ont eu une liaison, une fille est née, et les Biden refusent de la reconnaître. Y compris Joe. Donc le personnage qui se présente comme le grand-père de la nation, et lui-même... C'est vrai qu'il adore les enfants, il est toujours très tactile et ça a été très commenté. Hein. Oui, exactement. Et d'ailleurs, peut-être pas assez, parce que ça fait partie des choses qu'on a beaucoup couvert sur ses comportements. Il avait une tendance, en effet, à avoir les mains très baladeuses avec non seulement des enfants, mais des femmes et autres, etc. Bon, enfin, ça, c'est... toujours est-il que là, on a un personnage qui se présente comme le grand-père de la nation, et qui lui-même est un mauvais grand-père, puisqu'il a une petite fille... qu'il ne reconnaît pas, et donc qu'il ne reconnaît pas, et qui n'a pas le droit de porter le nom Biden, même si la mère bénéficie toujours d'une pension alimentaire payée par le père.
Alors, vous avez parlé de ce bilan économique plutôt catastrophique de Joe Biden. Pour autant, on a du mal à savoir exactement quelles sont les mesures mises en place par l'administration Biden. Qu'est-ce qu'il a vraiment changé en arrivant à la Maison-Blanche? Alors, la grande loi, celle qu'il revendique, celle sur laquelle il compte faire sa campagne de réélection, c'est ce qui s'appelle en anglais le Inflation Reduction Act, le IRA. C'est une loi de dépenses de plusieurs milliers de milliards de dollars pour mettre en place ce qu'on appelle aux États-Unis la transition économique vers une économie verte. Et c'est surtout une loi qui consiste à subventionner tout un tas d'industries en espérant que ces industries ensuite vont produire les produits dont on aura besoin demain. Et en fait, c'est une loi qui est de plus en plus critiquée. D'abord parce qu'elle est inflationniste. Quand vous rajoutez de l'argent liquide que vous empruntez dans l'économie, bien vous encouragez l'inflation. Deuxièmement, ce genre d'économie, je dirais planifiée, qui part de très haut. Ça part du pouvoir, ça part de l'exécutif, qui distribue les subventions aux uns et aux autres. On sait très bien qu'économiquement, ça ne marche jamais. Et d'ailleurs, on constate aujourd'hui que vous avez une certaine base industrielle aux États-Unis. Je pense notamment aux ouvriers de l'industrie automobile, qui sont très, très mécontents de cette loi, qui sont très mécontents de ce qu'on appelle en anglais le Green New Deal, cette transition vers une économie verte, parce qu'il n'y a absolument rien pour eux. C'est assez surprenant, si je peux me permettre de vous interrompre, parce qu'on a le sentiment pourtant que c'était une loi protectionniste qui allait justement un peu dans le sens de Donald Trump, quelque part. Bien sûr, c'est une loi protection. Alors, pas dans le sens de Donald Trump, dans la mesure où je ne pense pas que Trump aurait distribué de l'argent on sélectionne les vainqueurs. On ne laisse pas le marché décider de ce que le public va acheter. On décide que ce sera cela et il faudra que les gens l'acceptent. Oui, il ne suffit pas d'être américain pour être favorisé dans le cadre de cette loi. Et comme par exemple d'imposer en 2035 qu'il n'y ait plus de voitures à moteur thermique qui circulent, comme la Californie l'a fait. Donc on a aujourd'hui un certain nombre d'industries qui commencent à réaliser ce qui se passe et qui se rebellent. Cette loi, elle est passée, je dirais un petit peu, sans avoir été lue. Sans débat. C'était avant 2022, c'était avant que les républicains ne reprennent le contrôle de la Chambre, quand les démocrates pouvaient faire un petit peu ce qu'ils voulaient. Et à partir de là, on a passé une loi qui dépensait beaucoup d'argent. Et quand on la regarde de près, secteur par secteur, ben on s'aperçoit qu'elle n'a absolument pas l'effet bénéfique produit, qu'elle va coûter beaucoup plus cher que les estimations de l'époque ne donnaient et qu'elle affaiblit le pays plus qu'autre chose. Pour ne parler que du secteur automobile, encore une fois, lorsque vous éliminez les voitures à moteur thermique et que vous allez vers le 100% électrique aux États-Unis, vous favorisez la Chine. Parce que pour produire des véhicules électriques, il faut des matières premières qui sont contrôlées par les Chinois et que les Américains n'ont pas. Et d'ailleurs, si on veut aller un tout petit peu plus loin dans cette histoire et commencer peut-être non pas à avoir des vues complotistes, mais il y a quelques années, le fils Biden faisait des affaires en Chine avec des compagnies qui, justement, voulaient contrôler un certain nombre de gisements de ces fameuses terres rares. Bien sûr, ouais. Et il a participé au rachat d'une compagnie américaine qui contrôlait certains de ces gisements, pas aux États-Unis, mais à l'époque au Congo, et au rachat de cette entreprise américaine par une entreprise chinoise. Le fils du président des États-Unis d'aujourd'hui, qui se trouve vouloir mettre en avant des programmes qui favorisent la Chine. Alors, on ne veut pas être complotiste, mais on a quand même un certain nombre d'éléments qui vous amènent à vous poser des questions. Et moi, je me les pose parce que je suis l'actualité américaine tous les jours, mais des Américains se les posent parce qu'il y a encore quelques médias qui ont les yeux ouverts et qui disent « voilà ce qui est en train de se passer dans notre pays aujourd'hui ». Alors, mettons les pieds dans le plat, franchement, Gérald Olivier, vous disiez on va paraître complotiste, mais on va continuer. Aujourd'hui, là, on vient de parler, par exemple, de cette fameuse loi, l'IRA. Oui. Bon, on la présente comme étant la loi de Joe Biden. Pour autant, quotidiennement, j'allais dire, on peut constater que Joe Biden n'est plus en pleine possession de ses moyens, du moins pas 24 heures sur 24. Dans ce cadre-là, je vais vous poser une question provocante que les téléspectateurs ont déjà pu voir en dessous de cette émission. Qui gouverne les États-Unis ? C'est une très bonne question. La réponse, c'est on ne sait pas. On va dire que c'est l'appareil du Parti démocrate.
on va dire que ce sont tous les leftovers, excusez-moi, je mets de l'anglais dans mon français, tous les anciens combattants, je ne pense pas, tous les anciens combattants de l'administration Obama, Susan Rice par exemple, même Merrick Garland qui est à la justice, c'est quelqu'un qui était très très proche de Barack Obama, comment s'appelle-t-il, Janet Yellen au Trésor est également quelqu'un qui travaillait déjà sous Barack Obama, Anthony Blinken, le secrétaire d'État, travaillait pour le vice-président et après il a travaillé pour John Kerry. Donc on a un certain nombre d'intervenants qui étaient là sous la présidence de Barack Obama, qui sont toujours aux manettes et qui, à mon avis, sont ceux qui invitent le président à suivre, je dirais, leurs décisions ou leurs orientations. Le président Biden, il convient aux démocrates parce qu'il est malléable. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de sa personne. En 2020, le Parti démocrate s'est mis d'accord sur la candidature de Joe Biden parce qu'on a considéré que c'était celui qui pouvait battre Trump et c'était celui qu'on pouvait manipuler. Donc il remplissait les deux missions qu'on lui demandait. Il était suffisamment, je dirais, insipide pour n'enrager personne et être capable de mener une campagne contre son adversaire sans rien proposer. Une fois qu'il arrive au pouvoir... C'est une bonne marionnette de campagne. C'est une très très bonne marionnette et c'est une très bonne... C'est toujours, d'une certaine façon, un président marionnette. C'est un président que tous ses conseillers veulent mettre à l'abri des médias. Parce qu'à chaque fois que Joe Biden prend la parole, il dit une bêtise. Il dit quelque chose qu'il ne doit pas dire. Récemment, on va peut-être regarder ça, justement. Ah bah peut-être, si vous en avez une, on va regarder elles sont quelques nombreuses. extraits, on va reprendre un petit medley pour faire de l'anglais aussi de Joe Biden depuis le début. Vous me rassurez. Mr. President, Dr. Biden, how was your anniversary? Une chute sans gravité qui aurait pu passer inaperçue si elle n'était pas intervenue après de nombreuses autres. Je sais que vous savez tous qu'il n'y a pas de problème de climat. Je sais que vous le savez. L'inflation est un problème mondial en ce moment à cause d'une guerre en Irak. Excusez-moi, la guerre en Ukraine. Je pense à l'Irak parce que c'est là que mon fils est mort. Puis alors, cerise sur le gâteau, son fils Beau Biden n'est pas mort en Irak, comme il vient de l'indiquer. Oui. Il a eu une tumeur au cerveau et ça n'a strictement rien à voir. La dernière citation, il y a erreur sur erreur. Il se trompe sur la guerre, il se trompe sur les circonstances du décès de son fils. Il a jamais, comment dirais-je, réussi à surmonter. C'est une tragédie, ça on va quand même le reconnaître. Hein. Son fils avait une cinquantaine d'années, mais Beau Biden était l'aîné des Biden. Il faut comprendre une chose, les Biden sont d'origine irlandaise et catholique, il y avait chez le père de Joe Biden senior, la volonté un petit peu de mettre en place une famille aristocratique. Quand vous avez une famille aristocratique, les fils notamment ont chacun une fonction. Et c'est l'aîné qui est l'héritier du père. Et puis les autres sont au service de l'aîné. Et donc, Beau, c'était l'aîné, il avait un certain talent, des capacités, il était intelligent, travailleur, et il se destinait à une carrière politique. Il était procureur de l'État du Delaware lorsqu'il a eu cette tumeur au cerveau, et il est décédé relativement
soudainement en 2015. Et ça a été un choc pour Joe Biden, dont Joe Biden ne s'est jamais remis. Ça a été un choc pour d'autres aussi, y compris peut-être Hunter Biden, on le verra. Mais de toute façon, dans la famille Biden, Beau était l'héritier, et tout d'un coup, Joe s'est retrouvé sans héritier, avec un second fils qui, lui, était le fils maudit, qui aurait dû être au service des autres, et qu'il a dû un petit peu chercher, non pas à remettre dans le rang, mais à éviter qu'il, excusez la familiarité, mais qu'il pète trop les plombs, parce qu'il avait également une tendance à faire ça. Et donc, dès que vous évoquez la personnalité de Beau, quand vous parlez à Joe Biden, il perd ses moyens, hein, parce qu'il est dominé par son émotion. Et là, il a dit 2 fois n'importe quoi. Beau a été en effet dans l'armée américaine, et il a été déployé en Irak, mais il n'a jamais été tué en Irak. Et ça n'a rien à voir avec les circonstances de son décès. Il est mort, comme vous l'avez dit, d'une tumeur au cerveau. Alors, vous venez d'évoquer justement la personnalité de Hunter Biden, qui est un vrai caillou dans la chaussure de Joe Biden, je crois qu'on peut le dire. On a beaucoup parlé de ses ordinateurs portables, de ses téléphones, de ses affaires de drogue, de ses affaires en lien avec la prostitution, voire même parfois avec la pédocriminalité. Je mets des points d'interrogation parce qu'on ne sait pas. Vous, aujourd'hui, je crois que vous êtes sérieusement intéressé au sujet. Qu'est-ce que vous avez trouvé et qu'est-ce qu'on sait de tout cela ? On sait un milliard de choses. Et c'est même difficile de décider par où commencer. Donc on va commencer par l'actualité, si vous voulez. Bien sûr. Parce qu'il y a derrière le cas d'Hunter Biden, vous avez également, je dirais, le fonctionnement de la justice américaine. Parce qu'il a passé un accord avec le procureur, justement, de l'État de Delaware, qui lui permet d'être totalement ou pratiquement de voir tout ce qu'il avait fait effacé. Donc, qu'est-ce qu'on sait d'Hunter Biden? On sait qu'Hunter Biden, à partir du moment où le père est devenu vice-président, il a fondé un certain nombre de sociétés, parfois en partenariat avec Jim Biden, qui est le frère de Joe, donc son oncle, parfois avec d'autres personnages, notamment quelqu'un qui s'appelle Chris Hines, qui est le fils, non pas adoptif, mais le stepson, le fils de la seconde épouse de John Kerry, qui fut secrétaire d'État, donc on est quand même dans le noyau politique. Un troisième personnage qui s'appelle Devon Archer, qui était étudiant à Yale, et donc un ami de Hunter, puisque Hunter a fait une partie de ses études en droit à l'université de Yale, et d'ailleurs c'est là où il a également rencontré ce personnage de Chris Hines. Donc à 3, ils ont fondé un certain nombre de structures qui avaient pour but de rechercher des fonds d'investissement, qui devaient rechercher de l'argent, notamment à l'étranger, et le faire venir aux États-Unis et aider un certain nombre d'entreprises à investir dans l'économie américaine. Ils ont fait ça avec des entreprises en Ukraine, ils ont fait ça avec des entreprises en Chine, en Russie, en Roumanie, à Oman, en Colombie. Ils ratissaient au plus large et à chaque fois, ils prenaient leur part. Bien sûr. Et on n'a pas une idée totale des sommes qui ont été récoltées. On est à peu près sûr d'au moins une quinzaine de millions. Selon certaines enquêtes du Congrès aujourd'hui, ça pourrait aller jusqu'à 41 millions. Et cet argent, il n'allait pas simplement dans les poches d'Hunter, il allait dans les poches d'Hunter ou bien dans certaines compagnies qui étaient contrôlées par Hunter Biden. Et après, il était redistribué à la famille Biden. Parce que tout ça, c'était une affaire familiale. Donc aujourd'hui, à travers l'ordinateur, à travers des reçus bancaires, à travers des enquêtes du Congrès, à travers également le témoignage d'un certain nombre de personnes qui ont été impliquées dans ces affaires tout au long de ces années, on a la certitude des agissements d'Hunter Biden et qu'il a en gros monnayé l'accès à son père quand il était vice-président. On sait qu'il l'a fait. Ça s'appelle du trafic d'influence, c'est répréhensible. Ce qu'on ne sait pas et qui n'est pas encore totalement prouvé aujourd'hui, c'est s'il y a eu des faits de corruption avérés. Un fait de corruption, c'est pas simplement quelqu'un qui récupère de l'argent parce qu'il a fondé une joint venture avec telle ou telle compagnie étrangère. C'est quelqu'un qui reçoit de l'argent et qui, en échange, vous fait une faveur politique. Typiquement, ça pourrait être dans le cadre de l'IRA dont on a parlé tout à l'heure. Alors, dans l'IRA, il pourrait y en avoir plein. Mais là, on fait allusion à des événements qui ont déjà eu lieu, notamment en 2013 et 2014, lorsque Joe Biden était vice-président. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises qui étaient extrêmement favorables à la Chine, à un moment où, justement, Hunter Biden faisait des affaires avec la Chine. De même que
lorsque Joe Biden demande le renvoi de ce fameux procureur en Ukraine qui est en train d'enquêter sur une compagnie qui s'appelle Burisma et que l'on trouve au conseil d'administration de cette compagnie son fils Hunter qui est rémunéré 80 000 $ par mois par cette compagnie, on est en droit de se poser des questions. Si la volonté de Hunter Biden de faire éliminer ce juge, c'est pas lui qui l'élimine. Il demande aux Ukrainiens de virer ce procureur parce qu'il ne lui convient pas et parce que ce procureur est en train d'enquêter sur une compagnie qui elle-même paye son fils. Donc là, on a un conflit d'intérêts qui est évident et on a peut-être même une manœuvre de corruption. Donc ça, ce n'est pas encore, je dirais, démontré totalement parce qu'on n'a pas les documents qui seraient de nature à prouver, je dirais, l'origine de la décision de Joe Biden à l'époque, mais il est évident pour beaucoup de monde que le président actuel, vice-président à l'époque, pourrait être, comme on dit, compromis. Tout récemment, je ne sais pas si on l'a suivi un petit peu sur vos antennes, mais vous avez eu l'affaire du ballon blanc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au début de l'hiver, un ballon chinois, un très très gros ballon, qui était techniquement, enfin officiellement, c'était un ballon météo, qui était là pour récupérer des données, etc. Ce ballon a survolé l'ensemble du territoire américain. Et canadien même avant. Et canadien, enfin il a commencé par l'Alaska, et donc après il est redescendu à travers le Canada, et puis il est arrivé aux États-Unis à la hauteur du Montana. Et il est descendu donc par le Midwest et puis il a tourné pour contourner et sortir du côté de l'Atlantique à peu près à la hauteur de la Caroline du Nord. Il a traversé des endroits qui sont militairement stratégiques pour les États-Unis, là où ils ont un certain nombre de leurs missiles nucléaires sol-sol qui sont implantés. Et tout le monde sait très bien que ce ballon a récolté un certain nombre de renseignements et les États-Unis ont attendu qu'il ait traversé, enfin les Américains ont attendu qu'il ait traversé l'ensemble du territoire pour le détruire. Alors qu'ils auraient pu, ils l'ont repéré avant même qu'il arrive en Alaska. Alors, on ne connaît pas la course qui va le suivre à ce moment-là, mais techniquement, vous avez l'intrusion d'un objet qui en plus provient d'un adversaire stratégique sur le territoire américain. Les Américains étaient en droit de le détruire immédiatement, ou peut-être même de le capturer et de voir ce qu'il y avait dedans. C'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Si je peux me permettre, il y avait une question de hauteur quand même. Hein. C'est un peu comme les eaux territoriales, il était au-dessus de l'air qui pourrait être considéré comme américain, me semble-t-il. C'est du moins ce qu'on a déjà dit. Je pense que s'ils avaient voulu le capturer, ils l'auraient fait. La preuve, c'est qu'ils l'ont fait quand même. Enfin, ils l'ont détruit, ils ne l'ont pas capturé. Ils l'ont détruit. Oui. Mais en détruisant, on détruit les preuves de ce qu'il a pu accumuler. Et l'administration américaine a affirmé que ce ballon n'avait pas collecté d'informations. Et en fait, non, il n'a pas collecté dans la mesure où il n'a pas constitué une base de données, mais on sait très bien qu'il a retransmis. Donc il n'a rien gardé sur lui, mais il a tout transmis ailleurs. Donc là, on a un cas d'espionnage, c'est évident, et l'administration américaine qui décide de ne rien faire. Alors que l'espion en question, c'est leur principal adversaire, aussi bien stratégique qu'économique aujourd'hui. Et on a un président dont on constate qu'à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, il la prend toujours et elle est toujours favorable à la Chine. Biden a toujours tenu un discours très pro-chinois. Quand il était candidat en 2008, quand il était vice-président, il vous dit la croissance de la Chine, c'est une bonne chose pour les États-Unis. Vous pouvez retrouver les citations, elles sont dans ses discours, elles sont dans ses interviews. Il a toujours eu une attitude extrêmement conciliante et on constate aujourd'hui que l'Amérique vis-à-vis de la Chine, depuis que Joe Biden est au pouvoir, est extrêmement conciliante. Alors que les Chinois, eux, ont une attitude qui est plutôt, je dirais, agressive dans leur propre zone d'intervention vis-à-vis de Taïwan, vis-à-vis des différentes îles qui se trouvent en mer de Chine et vis-à-vis du commerce justement en mer de Chine. Donc il y a un certain nombre de questions à se poser. J'ai dérivé par rapport au dossier Hunter Biden, mais on est quand même... C'est intéressant parce que c'est une lecture très très différente de celle qu'on peut avoir en France. C'est une lecture américaine. Il faut quand même comprendre que, avec tout respect que je dois à la puissance française, il y a quand même deux pays qui se disputent le leadership au XXIe siècle, c'est les États-Unis et la Chine. Et actuellement, c'est la Chine qui est en passe de devenir la première puissance du XXIe siècle. Et c'est une puissance qui agit aussi bien dans son propre intérêt, mais qui longtemps s'est contentée de vouloir un développement économique et qui aujourd'hui, à travers un certain nombre de filières, commence à implanter une forme de développement culturel.
Vous avez, à travers l'application TikTok par exemple, la Chine est en train de mettre en avant un certain nombre de ses propres valeurs. C'est ce qu'a fait l'Amérique au XXe siècle. Hein. C'est exactement, d'abord, vous mettez en place, je dirais, une puissance économique. Vous avez l'avantage que l'Europe se suicide en même temps, donc c'est très bien. Et puis après, vous mettez en place Hollywood, qui fait rêver et qui transmet des valeurs au reste du monde pendant 70 ans. Oui, c'est le soft power. C'est le soft power. Bon, aujourd'hui, ce soft power, il est en train de quitter les États-Unis. D'abord parce qu'il a été, je dirais, détourné par un certain nombre d'éléments un petit peu radicaux. Et ce sont les États-Unis qui se substituent, les Chinois, pardon, qui substituent leur soft power à celui des Américains. Donc aussi bien sur le plan économique que sur le plan stratégique, que sur le plan culturel, on est en train d'assister à une montée en puissance de la Chine. Trump avait voulu, quand il était président, mettre un frein à tout ça à travers une politique commerciale beaucoup plus agressive et une politique, je dirais, stratégique également beaucoup plus agressive. On constate que l'approche de l'administration Biden est inverse. C'est une approche qui est basée sur la conciliation. Et bien, sur la conciliation, quand vous avez deux personnages face à face et que l'un prend jusqu'à ce qu'on l'arrête et que le second se refuse de l'arrêter, il n'y a aucune raison pour que cet autre personnage change d'attitude. Donc les Américains le voient, le constatent et parfois se posent des questions. Donc on a des questions qui peuvent être d'origine purement familiale. Voilà, il protégeait son fils et son fils faisait des affaires avec la Chine. Ou bien on peut aller plus loin et se dire que ce président, non seulement il protège son fils, mais il est peut-être lui-même compromis de par l'attitude qu'il a eue par le passé. Alors là, on vient d'évoquer donc les affaires potentielles de corruption d'Hunter Biden qui met en cause parfois son président de père, j'allais dire. Il y a également toutes ces affaires de mœurs qui sont, pour une grande partie des Américains, encore très choquantes. Ah, tout à fait. Mais je veux dire que là, avec Hunter, on est un petit peu dans le cas... j'ose à peine le dire, mais de la situation qui était celle des fils de dictateurs ou des fils de membres de la nomenclature dans certains régimes dictatoriaux. Hein. Là, je dis ça en essayant de peser mes mots parce que ça peut choquer certains. Mais Hunter est le fils du président, donc on lui pardonne tout. Hunter est le fils du président, donc on le protège. Mais il a l'air d'en avoir conscience en plus, parce qu'il fait un peu de provoque. Aujourd'hui, à condition qu'il soit toujours, qu'il est totalement, qu'il soit remis de son addiction, c'est-à-dire qu'il ne consomme pas de drogue. Je ne connais pas le comportement quotidien ni les habitudes quotidiennes de Hunter Biden. Il s'est un petit peu calmé ces dernières années, il a une nouvelle épouse, ils ont eu une jeune fille ensemble, il fait de la peinture. Il est devenu artiste. C'est très beau d'ailleurs. Comme il est fils du président, il y a une galerie à New York qu'il produit et il vend certaines de ses toiles à $1,5 million. Donc comme lui a toujours eu un train de vie extrêmement dépensier, ça lui rapporte un petit peu de quoi survivre et tant mieux pour lui. Donc récemment... Sauf si on achète encore les faveurs de son président de père en lui achetant ces magnifiques toiles. C'est toute la question. Et là, on a encore une ambiguïté qui est formidable parce que lorsque... Hunter a commencé à mettre ses toiles en vente, eh bien la Maison-Blanche, il y a eu un accord qui a été passé, on ne connaîtrait pas le nom des acheteurs. Raison invoquée, c'est pour que la Maison-Blanche ne puisse pas leur faire des faveurs. Mais parce qu'on ne connaît pas le nom des acheteurs, eh bien on peut soupçonner tout ce qu'on veut sur les acheteurs. Et qui va s'intéresser à... Je respecte le talent d'Hunter Biden, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qui va s'intéresser aux œuvres d'art d'un tel monsieur ? Et s'il n'était pas le fils du président, personne, soyons sérieux, c'est une blague. Donc on a encore là une sorte de, je dirais, de corruption douce, où, sans que ce soit fait, eh bien, le fils du président profite de sa position. Et on sait très bien que ceux qui vont acheter ces toiles, lui, il connaîtra leur identité. Et c'est parce qu'ils auront besoin de lui ou qu'ils pourront l'utiliser pour approcher du père et puis après avoir, je dirais, ce qu'il demande. Donc on est dans une forme de corruption douce. C'est exactement ce qui s'est passé également avec ce fameux juge du Delaware. Hein, j'en reviens à cette première idée. Hunter Biden, à l'époque en 2018, lorsqu'il était très très accro à la cocaïne, qu'il faisait un petit peu n'importe quoi, qu'il a eu une relation amoureuse, vous parlez de ses affaires de mœurs, avec la veuve de son frère. Hein. Il a voulu d'abord la consoler, puis il a tellement consolé qu'ils ont fini
Voilà, ensemble, ça a été consolé. Bien très très consolé. Ça n'a pas duré, inévitablement, mais ils ont eu quelques ébats absolument formidables. C'est un fan de pornographie. Hein. Et donc, il a filmé ses propres performances avec elle. Tout le monde peut en profiter, c'est bien. Il y a une vidéo, oui, si vous je ne sais pas où trouver la vidéo, mais il paraît qu'elle existe. Je ne l'ai pas vue, je ne connais pas ces circuits-là, mais il y a une vidéo, il l'a appelée la veuve éplorée, je ne sais plus quoi. Enfin, là, il y a une vidéo pornographique, excusez-moi de le dire, hein, pornographique de lui avec la veuve de son frère, qui a été diffusée sur des réseaux où les amateurs peuvent mettre en ligne c'est le Jackie et Michel américain. Leurs ébats, peut-être. Peut-être. Et bon, voilà, c'est un petit peu sordide tout ça. Un petit peu. Mais il a eu une période qui était vraiment très très... À cette époque, il a acheté une arme. Pour acheter une arme, il a menti sur l'application, comme on dit, parce qu'il faut quand même remplir un formulaire. Ça, c'est un crime fédéral. Et c'est un crime fédéral qu'un juge vient de lui pardonner parce qu'on a convenu que s'il continuait à ne pas utiliser de drogue, eh bien, ce fait-là serait effacé de son casier judiciaire. Donc, voilà, Hunter est protégé parce qu'il est le fils du président. Et c'est pas... Je ne pense pas que vous ayez Joe Biden qui donne des ordres. Mais quand on regarde la structure du pouvoir aux États-Unis, eh bien, qui a conclu le deal avec Hunter Biden? Eh bien, c'est un procureur spécial qui a été nommé par le garde des Sceaux, qui lui-même a été nommé par le président. Et qui attaque Trump aujourd'hui? C'est un procureur spécial nommé par le garde des Sceaux, qui lui-même a été nommé par le président. Donc vous avez une structure du pouvoir qui attaque d'un côté et qui protège de l'autre. On est dans une justice non seulement à deux vitesses, mais on est dans un système qui a les apparences d'un système dictatorial. C'est comme ça que ça se passe dans les dictatures. Dans les dictatures, le personnage au pouvoir attaque ses opposants politiques, il les met en prison s'il peut les mettre en prison, et par contre, ses partisans, eux, sont protégés. C'est le système Biden aux États-Unis. Aussi effarant que ça puisse paraître de dire ça aujourd'hui, la première démocratie du monde, si on considère que les États-Unis sont historiquement la première démocratie du monde moderne, eh bien aujourd'hui, elle a beaucoup des apparences d'un système qui est plus près d'une dictature douce que celui d'une vraie démocratie. Alors, pour appuyer encore ce que vous dites, on a appris récemment l'inculpation d'un monsieur qui s'appelle Gal Luft, oui. Qui a l'air assez sulfureux aussi, je crois, on peut le dire, mais qui agitait les diverses accusations à l'égard d'Hunter Biden, et tandis que les juges ont préféré effacer les affaires d'Hunter Biden, lui, en revanche, il est inculpé. Voilà, alors pour espionnage, en plus. C'est tout le système. Gal Luft était l'un des partenaires d'une joint venture que Hunter a mis en place avec cette compagnie d'énergie chinoise qui s'appelle CEFC, qui était dirigée par un jeune homme qui s'appelait, un jeune chinois, je dis jeune parce qu'il avait une quarantaine d'années, qui s'appelait Ye Jianming. Je dis qu'il s'appelait parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il a été arrêté en Chine en 2018. Après que d'autres de ses associés eux-mêmes étaient arrêtés soit en Chine, soit aux États-Unis pour des affaires de corruption. Mais depuis son arrestation, Ye Jianming a disparu. Si vos téléspectateurs suivent d'un petit peu près ou d'un petit peu loin les affaires de Hunter Biden, Ye Jianming, c'est celui qu'on appelait The Chairman. Le président, non pas le président de Hunter, ça c'est Joe Biden, mais The Chairman, c'était un milliardaire chinois qui voulait faire des affaires aux États-Unis, qui a même voulu s'installer aux États-Unis, qui avait acheté un appartement à New York, qui avait loué les services d'Hunter Biden pour être son avocat et qui lui avait donné de l'argent pour retenir ses services avant même que Hunter Biden ait fait quoi que ce soit. Toujours est-il qu'il était président d'un conglomérat chinois qui s'appelait State Energy HK, parce que enregistré à Hong Kong, et l'un de ses financiers était ce Gal Luft, qui était de double nationalité américaine et israélienne. Et donc Gal Luft a assisté en tant que premier témoin à un certain nombre de transactions passées entre la compagnie de Hunter Biden et la compagnie chinoise, et il a constaté que Joe Biden prenait part à un certain nombre des discussions et qu'il était évoqué dans leurs négociations d'affaires. Donc il a un témoignage qui potentiellement pourrait extrêmement nuire à la première famille américaine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce personnage est en fuite et qu'il s'est réfugié en Israël. Et en même temps qui n'extrade pas ses ressortissants, accessoirement. Qui n'extrade pas ses ressortissants. Et comme
et comme malgré tout, CIFC, la compagnie chinoise, cherchait à acheter des faveurs aux États-Unis, elle est passée par ce monsieur Gal Luft pour un certain nombre de transactions, et du coup, on l'accuse d'espionnage, parce qu'il a travaillé pour cette compagnie sans être enregistré. Je rappelle qu'il n'est pas interdit aux États-Unis de travailler pour une compagnie étrangère, bien sûr, et même de favoriser les intérêts de cette compagnie auprès du gouvernement américain. Ça s'appelle du lobbying. Évidemment. Il suffit d'être enregistré, de le déclarer, de déclarer ses revenus et de payer ses impôts sur ses revenus. Le problème, c'est que Hunter n'a jamais été déclaré comme lobbying. Il a eu une firme de lobbying au début des années 2000, et puis elle a fait faillite, il l'a quittée. Alors, elle n'a pas fait faillite. Il l'a fermée quand son père est devenu vice-président. Voilà, pour éviter tout conflit d'intérêts. Et puis après, il est passé directement à l'implication dans les choses. Donc, on peut faire les choses sans aller au-delà de la loi. C'est pas du tout ce qu'a fait Hunter. Et moi, je crois que ce qui s'est passé très honnêtement, c'est qu'à partir du moment où Joe Biden est devenu vice-président, il avait déjà 72 ans, ou presque 70 ans à l'époque, c'était en 2009. Il y avait Obama qui était président, qui avait une chance d'être réélu, donc il avait 8 ans devant lui comme vice-président, et il a senti cela, il a perçu cela comme la fin de sa carrière. Le couronnement, il ne serait pas président. Il allait terminer numéro 2, mais il serait trop vieux après pour continuer, et donc autant en profiter tant qu'on y est. Et comme il avait toute une famille à nourrir, eh bien, il a profité de sa nouvelle position pour aider son fils, il l'avait toujours aidé par le passé, lui permettre de profiter de son accès à la Maison-Blanche pour monter des affaires, sans qu'elles soient forcément illégales. Mais il s'est dit, voilà, j'ai 8 ans et il faut en profiter parce que la politique, ça ne me rémunère pas assez. Lui, il gagnait 250 000 $ en tant que vice-président, alors que n'importe quel avocat d'une société internationale gagne au-delà du million tous les ans. Et il fallait profiter de cette position. Donc je pense qu'à ce moment-là, il y a eu une sorte de laisser-aller, qu'on a ouvert les vannes et que Hunter Biden a eu les mains libres pour nouer le plus de deals possibles, réaliser le plus de deals possibles. Et puis, c'est peut-être aller un petit peu trop loin, mais surtout en 2016, Joe Biden donc quitte la vice-présidente, lui ne se sent pas vieux, Trump est élu à la surprise générale et il se dit mais attendez, en 2020 j'ai peut-être ma chance, et à partir de là, faut nettoyer tout ce qu'a fait Hunter. Donc il faut essayer de résoudre tout ça le mieux possible pour justement contrôler cet électron libre et très dangereux qu'est son fils, et pouvoir se présenter à la présidence. Alors, on a vu quand même que le bilan de Joe Biden était assez lourd. J'allais dire les casseroles, pour être trivial, c'est pareil, ne manquent pas. Pour autant, on a le sentiment que les démocrates vont laisser Joe Biden y retourner, puisque finalement, il n'y a pas grand monde pour prendre sa place. Alors, oui, en ce moment, c'est incertain. Et j'avoue que même moi, d'une semaine à l'autre, en fonction d'une petite actualité, je ne sais pas trop ce qui va se passer. La logique, pour moi, c'est qu'il va être le candidat. Il va être le candidat, 1, parce qu'il veut l'être, 2, parce que légitimement, il peut l'être, 3, parce que pour l'instant, il n'y a pas personne de crédible contre lui. Et 4, parce qu'il est pratique. Le frère, c'est très pratique. Le fils de Robert Kennedy, Robert Kennedy Jr., est officiellement candidat, mais il est un petit peu à la marge. Il est très, très décrié par les démocrates parce qu'il était anti-vaccin et parce qu'il a une perspective un petit peu différente de celle de Joe Biden. Mais il n'y a personne qui ose défier Joe Biden pour l'instant au sein du Parti démocrate. Sauf accident de santé majeur, je ne vois pas comment les démocrates pourront le convaincre de se retirer. Mais je sens qu'ils sont en train de commencer à y penser. On constate justement dans la presse un certain nombre d'éditoriaux qui, sans forcément attaquer Joe Biden sur son âge, l'attaquent sur justement cette petite fille qu'il refuse de reconnaître. Constate que lors d'une réunion de l'OTAN, il n'est pas au mieux et il livre sans s'en apercevoir des secrets militaires américains. Donc on commence jusqu'à présent, les médias protégeaient Joe Biden. Si les médias, qui sont très favorables aux démocrates, cessent de protéger Joe Biden, la pression va monter contre lui pour qu'il se retire. Et puis ce qui est en train de basculer également, c'est ce qui se passe de l'autre côté. C'est-à-dire qu'à l'issue des élections de mi-mandat en novembre 2022, qui n'ont pas été aussi favorables qu'on s'y attendait aux républicains, tout le monde a blâmé Donald Trump et on a considéré qu'il était fini. Que voilà, il avait fait ses 4 ans, mais qu'on en avait marre de quelqu'un qui ressassait toujours l'élection volée de 2020 et qu'il fallait passer à autre chose. Et à partir du moment où
comment dirais-je, Trump était le favori des républicains, mais qu'il était destiné à perdre, eh bien, on garde Biden parce que Biden l'a déjà battu. Aujourd'hui, Trump reste le favori du camp républicain, mais plus personne ne dit que s'il est candidat, il perd. C'est ça qui a basculé. Ce qu'on constate aujourd'hui, en dépit des casseroles de Donald Trump, en dépit des attaques dont il fait l'objet, parce que lui aussi, peut-être qu'on va en parler, il est sous le coup d'un certain nombre d'inculpations. Difficile à compter d'ailleurs, hein, tellement il y en a maintenant. Plus il y en a, et plus on l'inculpe, plus il monte dans les sondages. Et plus on l'inculpe, plus un certain électorat américain, au-delà de la base républicaine, se rend compte qu'ils sont en train de vivre dans un pays avec une justice à 2 vitesses et des tendances qui ne sont plus du tout celles qui ont fait l'Amérique. Et ça suffit à faire basculer une élection. Attise aussi très bien. On sait quand il a été reçu pour cette inculpation sur les documents confidentiels dont on va parler dans quelques temps. En meeting, il a clairement dit que c'était l'objectif de Joe Biden, c'était de le mettre hors jeu. D'ailleurs, je crois qu'on peut le regarder. This vicious persecution is a travesty of justice. You're watching Joe Biden. Joe, think of it. Biden is trying to jail his leading political opponent. Joe Biden essaie d'emprisonner son principal opposant, donc autrement dit Donald Trump. Oui, et pas pour quelques jours. Hein. Si on parle des chefs d'accusation dans l'affaire des documents classifiés gardés à sa villa de Mar-a-Lago en Floride, quand on fait le total, il y en a pour 400 ans. S'il était condamné sur tous les comptes au maximum, il y a 400 ans de prison. Donc c'est une affaire extrêmement sérieuse. Il est évident que du côté démocrate et du côté du pouvoir, l'ennemi c'est Trump. Ils détestent Trump, mais ils ont toujours peur de Trump. Ils ont peur d'un second 2016. Pareil, les démocrates ne se sont jamais remis de ce qui s'est passé en 2016 lors de la fameuse élection contre Hillary Clinton, où ils étaient persuadés qu'ils... Yann Barthès non plus, je crois. Comment ? Yann Barthès non plus. Ah, peut-être. mais toujours est-il qu'ils continuent de craindre Donald Trump. Le personnage autant que les 4 années de sa présidence. Parce que si Donald Trump était réélu président, je pense que derrière, il y aurait un sacré nettoyage qui serait mis en place. Donc là, c'est le cauchemar des démocrates. Que Trump parvienne à le faire ou pas, ça c'est une autre question. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que là, nous sommes au mois de juillet... 2023, 2023, merci. 18 mois. Il y a encore 18 mois, mais aujourd'hui, l'élection n'est pas jouée, loin de là. Et si Trump s'avère être le candidat républicain, il est fort possible que Trump remporte cette élection. Croire qu'il serait battu parce qu'il a perdu en 2020 et qu'on aura une répétition de cette élection, c'est se tromper. On pourrait avoir une répétition d'un certain nombre de contestations. Là, on n'est pas non plus à l'abri des fameuses fraudes, irrégularités, ça, on n'est pas à l'abri de ça. Au contraire. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, la grande différence par rapport à 2020, c'est que justement, l'électorat a vu qui était Joe Biden, l'électorat a vu comment Joe Biden gouvernait, et l'électorat, notamment l'électorat indépendant qui souffre sur le plan du portefeuille parce que l'économie américaine n'est pas favorable, eh bien se rend compte qu'en plus, on est en train d'avoir une forme de confiscation du pouvoir qui n'est absolument pas digne des idéaux, ni même respectueux de la Constitution américaine. Donc, dans cette perspective-là, Donald Trump devient le vrai candidat des valeurs américaines et il est capable de rassembler au-delà du camp MAGA et de l'emporter en novembre 2024. Alors ça, c'est très différent parce que jusqu'ici, Donald Trump, on a toujours considéré qu'il était extrêmement fédérateur pour son propre camp, qui était très captif, mais qu'il n'était pas capable d'aller convaincre les indécis. Donc parmi ces indécis, finalement, ce que vous nous expliquez, c'est que certains se sont rendus compte de la vraie figure de Joe Biden qui pourrait donc basculer en faveur de Trump. Bien sûr, une élection américaine se joue toujours au centre. Hein, tout le monde parle des démocrates et des républicains, mais ce sont les indépendants qui font la différence. Alors, l'importance du camp indépendant, elle varie selon les évaluations. Pour moi, c'est pas plus de 15-20% de l'électorat, mais c'est quand même énorme. Ça fait toute la différence. Vous avez comment dirais-je, ceux qui ne changeront jamais d'opinion, les convaincus, voilà, dans chaque camp. Et Donald Trump, il a presque la moitié du camp républicain qui sont des convaincus. Maintenant, au plan, je dirais, national, ça fait pas plus de 30%. Donc il faut aller chercher des gens ailleurs, dans le camp républicain et peut-être même dans le camp des indépendants. Les indépendants, ils sont un petit peu échaudés
parce qu'ils ont vu, par ce qui se passe, par comment le pays est géré aujourd'hui, et ils seraient prêts à voter Trump, d'autant que Trump agit très bien. Et il faut comprendre une chose sur la campagne de Donald Trump aujourd'hui, il faut aller sur Truth Social, à son nouveau média, et suivre un petit peu son site, mais Trump ne parle plus que de Trump. C'est-à-dire que son grand défaut, après 2020, ça a été de ressasser sa défaite, cette élection volée, et lui-même avait du mal à sortir de ce schéma-là. Et personne ne veut, en 2024, refaire l'élection de 2020. Les Américains, c'est un peuple qui regarde vers l'avenir, qui veulent savoir ce qu'on leur propose pour demain. Eh bien, Trump a un programme économique. Et quand vous allez sur son site, vous voyez qu'il a un programme sur l'énergie, sur la santé, sur l'automobile, sur l'aviation, sur la défense. Il vous aligne des propositions comme n'importe quel autre candidat. Si je suis élu, voilà ce que je vais faire. Donc c'est pas simplement le candidat de la nostalgie qui s'estime qu'on lui a volé une présidence et qui veut absolument la retrouver. Non, c'est un candidat qui est président pour l'avenir, pour changer la politique américaine, pour réparer un petit peu tout ce que Biden est en train de faire et pour garantir aux Américains que le déclin n'est pas simplement une fatalité, c'est un choix et qu'avec d'autres politiques, eh bien, ce déclin n'est absolument pas écrit et qu'il peut non seulement refaire ce qu'il avait fait entre 2016 et 2020, mais qu'il aura des programmes très très précis pour l'Amérique, pour la deuxième moitié de la deuxième décennie du 21e siècle. Donc lui-même est tourné vers l'avenir et parce qu'il fait des propositions concrètes, il a un discours qui non seulement porte sur le plan culturel, mais un discours qui porte sur le plan économique. Et à mon avis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, sa campagne se porte aussi bien. Depuis que Ron DeSantis a officiellement annoncé sa candidature, il y a un peu plus d'un mois et demi, Ron DeSantis n'a pas gagné un point dans les sondages. Les médias l'annonçaient quand même comme celui qui allait enterrer la candidature de Trump. Oui, alors on l'a beaucoup poussé parce que justement, on considérait que Trump était destiné à être battu. Donc les républicains ne voulaient pas de Trump. Et celui qui pouvait non seulement battre Trump au sein du camp républicain, mais surtout battre Joe Biden derrière ou n'importe quel candidat démocrate derrière, c'était Ron DeSantis. Donc on l'a poussé à se présenter. Malheureusement, sa campagne n'a pas du tout eu la réussite escomptée. Mais arrêtons-nous, si je peux me permettre, un peu sur la candidature de Ron DeSantis. Le positionnement n'est pas le même que celui de Donald Trump, notamment sur la politique internationale. Est-ce que DeSantis a une position sur la politique internationale? Il est beaucoup plus favorable à l'OTAN, beaucoup plus interventionniste que Oui, parce qu'il a derrière Trump. lui les faucons du Parti républicain. Mais qui ne sont pas derrière Donald Trump. Absolument pas. Donald Trump a ses propres idées. Donc il prend les gens qui appliquent ses idées. Et pourquoi est-ce qu'il a toujours été en conflit, même au sein de sa propre administration? Parce qu'il allait chercher ses conseillers dans les think tanks, et les think tanks, ils arrivent avec un programme. Et ils veulent que le président applique le programme. Ça se passe très bien avec Joe Biden, il dit oui à tout. C'est pour ça que les think tanks démocrates sont très contents aujourd'hui. Mais c'était pas le cas de Donald Trump. Donald Trump, il avait sa présidence, il avait ses idées, ses fondements, sa vision du monde. Peut-être que parfois il se trompait, peut-être qu'elle était schématique, peut-être qu'elle était superficielle. Et du coup, ses conseillers essayer un petit peu de l'éclairer, mais il avait quand même toujours son point de vue. C'est d'ailleurs ce qu'il voulait prouver un peu avec ces documents classifiés qu'il a montrés. C'est exactement ça. Alors il a aussi sa fierté. Donc il voulait, voilà, l'un des motifs pour lequel on le poursuit dans le cadre de ces documents classifiés, il est poursuivi par une loi qui s'appelle le Espionage Act. On ne l'accuse pas d'espionnage, mais on l'accuse d'avoir violé cette loi qui date de 1919. Peu importe, on l'a ressorti pour l'occasion pour faire du mal à Trump, mais il a, je dirais, ouvertement manipulé des secrets d'État qui étaient sur quelques feuilles de papier lors d'une interview avec un journaliste. Et en fait, il essayait de se dédouaner, de prouver que quand il était président, eh bien, il avait un certain nombre de conseillers qui le poussaient à la guerre et à la confrontation, notamment sur l'Iran, alors que lui ne voulait pas y aller, et il avait là des documents pour le prouver. Ces documents étaient classés et il n'avait absolument pas à les manipuler devant un journaliste. Et c'est pour ça qu'il est poursuivi. Mais pour autant, on peut rappeler quand même que Donald Trump est l'un des rares présidents américains dont le mandat n'a pas ouvert de nouvelles guerres américaines. Absolument. Mais alors excusez-moi parce que ce n'est pas un faucon. Ce n'est pas un faucon, ce n'est pas un néoconservateur. Et sans être isolationniste, il veut une position de l'Amérique forte,
pour éviter que l'Amérique soit attaquée par qui que ce soit, parce que c'est la faiblesse qui invite l'agression, mais lui-même ne va jamais impliquer les États-Unis dans un conflit extérieur sans que les intérêts vitaux des États-Unis soient menacés. L'attitude de Donald Trump vis-à-vis du conflit en Ukraine serait radicalement différente de l'attitude de l'administration actuelle et même de l'attitude d'un certain nombre de conseillers républicains. Et ces conseillers, on les retrouve derrière Ron DeSantis aujourd'hui. Parce que Ron DeSantis n'a aucune, je dirais, expérience réelle en politique étrangère. C'est sa faiblesse. Ron DeSantis mène une campagne culturelle. Il est contre le wokisme. Il l'a manifesté, il l'a prouvé, et en plus, il est favorable à une économie ouverte et une économie fondée sur le capitalisme et le libéralisme, une économie qui fonctionne. Il l'a également prouvé, je dirais, en Floride, depuis qu'il est gouverneur. Mais là où il a commis, à mon avis, une erreur fondamentale, c'est qu'il n'a pas mis en avant, lui, son programme économique s'il était élu, alors que justement, les Américains ont mal au portefeuille, et ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur dise comment on fera que demain, ils aient plus d'argent qu'aujourd'hui. Voilà, premièrement. Deuxièmement, être anti-woke, aujourd'hui, dans le camp républicain, ce n'est plus original. Et je dirais, d'une certaine façon, tout le monde l'est. Et puis, troisièmement, il a un certain manque d'expérience, justement, parce que, comme beaucoup d'Américains, il a toujours vécu dans le cercle fermé des États-Unis, et la politique internationale, c'est pas son fort. À un moment où les États-Unis sont indirectement au moins impliqués dans une guerre majeure en Europe. Donc on a besoin d'avoir... Oui, avec une situation anxiogène à l'égard de la Chine aussi. Tout à fait. Alors là, là, absolument, avec une menace qui pour l'instant reste froide. Hein. On est dans une forme de guerre froide avec la Chine. Mais si demain vous aviez, moi j'y crois pas, une attaque de la Chine contre Taïwan, à laquelle je ne crois pas. Alors, je ne suis pas spécialiste de politique internationale, mais on a tous lu Sun Tzu et on sait très bien que l'art de la guerre, c'est de gagner sans combattre. Donc, je pense que le Xi Jinping et les Chinois ont cet objectif de réintégrer Taïwan. Je ne pense pas que ça passera par l'option militaire. Après, je peux me tromper totalement. Néanmoins, ça ne les empêche pas de faire pression sur ce point-là. Donc, on a une situation qui est potentiellement extrêmement dangereuse vis-à-vis de la Chine et on a une guerre ouverte en Europe. Sous Donald Trump, on n'avait pas ça. Sous Donald Trump, on avait une Chine qui craignait les États-Unis parce qu'elle considérait que Donald Trump était imprévisible, et il aime bien cultiver cette image. Et on avait une Europe qui, en dépit du conflit latent, et je dirais déjà existant en vérité entre l'Ukraine et la Russie via la Crimée, n'avait pas du tout pris les proportions qu'il a pris depuis. Vous parlez de l'image de Trump, mais finalement, est-ce que son plus grand ennemi, au-delà de Joe Biden et de l'administration démocrate, ce ne serait pas les médias ? Ah bah si, toujours. Mais là, malheureusement, quand vous êtes républicain, vous avez très très peu de médias avec vous. Et puis Donald Trump déteste les médias et les médias le lui rendent. Mais ça, ce sera très difficile. Et c'est bien ce qu'il faut comprendre également pour avoir en perspective la réalité de l'élection qui se présente. C'est que Donald Trump a contre lui le Parti démocrate. Il a contre lui le système judiciaire, il a contre lui le système médiatique, les médias, et contre lui le système culturel sorti d'Hollywood. Donc vous avez tout un pan de la société américaine qui est, je dirais, fondamentalement et de manière agressive et obsessionnelle anti-Trump. Donc il a face à lui un certain nombre d'obstacles qui sont quand même extrêmement importants. Il a pour lui l'Amérique profonde, et peut-être aujourd'hui, justement, une Amérique qui se rende compte de ce qui est en train de se passer. Cette Amérique se rend compte que ce qu'elle voit tous les jours à la télévision, aux informations de 18 heures, ce n'est pas la vérité biblique, c'est une version des faits, une version orientée. Il y a quand même eu un certain nombre de choses qui ont choqué les Américains. Donald Trump a appelé le Covid le virus chinois. Et il a dit c'est un virus sorti d'un laboratoire et inventé par des chercheurs chinois. On l'a traité de raciste, de malade, et on a mis un médecin pour le calmer, le docteur Fauci. Aujourd'hui, tout ce que Trump avait dit, on s'aperçoit que c'était vrai. Avec des détails en moins quand même, parce que le laboratoire n'était pas exclusivement chinois, il y avait des implications autres, mais notamment américaines. Il y a toujours des financements derrière, inévitablement. Et les Américains savaient très bien ce qui se passait à l'intérieur de ce laboratoire. Ils avaient dénoncé des manquements à la sécurité qui n'ont pas été suivis, et c'est là où ils étaient embarrassés. D'accord ? Mais tout le monde savait très bien que c'était un laboratoire qui comment est-ce qu'on appelle ça,
de bioarmes, d'armes biologiques, bactériennes. Exactement. Voilà. Bon, mais toujours est-il que la version, si vous voulez, complotiste, s'est avérée la version réelle. Trump avait dit que l'affaire de collusion avec la Russie était une arnaque totale montée par les démocrates. On l'a traité de complotiste, on l'a traité d'agent russe. Aujourd'hui, on sait qu'il avait raison à 100% sur toute la ligne. Les médias qui l'accusaient, d'ailleurs, ne l'ont pas beaucoup dit. Alors, le New York Times l'a reconnu au mois d'avril dans un article qui commençait en première page, qui se terminait en page 21, et c'était dans l'avant-dernier paragraphe. Voilà, pour rigoler. Le New York Times, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous faites un titre sur 5 colonnes quand vous accusez Trump, et quand l'accusation s'avère avoir été injustifiée, vous vous excusez tout en fin d'un petit article que personne ne lit ou personne ne va jusqu'au bout. Comment dirais-je, sur cette affaire, on s'aperçoit que c'est Trump qui avait raison. Quand Trump dénonçait la politisation du FBI, tout le monde le traitait de paranoïaque. Aujourd'hui, on a, à travers un certain nombre d'affaires, la preuve qu'il y a bien eu interférence du FBI dans l'élection de 2020 à travers ce qu'on a appelé les Twitter Files, l'influence que le FBI a pu avoir sur Facebook et sur Twitter en particulier, mais également sur d'autres réseaux sociaux, pour tuer certaines informations et en favoriser d'autres. Donc tout ça, aujourd'hui, on le sait, on ne le savait pas forcément à l'époque, et donc ça a retourné une partie, je dirais, de l'électorat américain. Mais il est évident que si Trump s'avère être le candidat du Parti républicain, on aura à nouveau un matraquage médiatique contre lui, on ressortira toutes les affaires. Récemment, il a fait ce qui s'appelle un town hall en anglais, une réunion publique sur CNN. Donc réunion publique, c'est le public qui pose les questions. Et a priori, elles ne sont pas choisies par la journaliste. Mais il y avait une journaliste qui était là pour présenter le débat. Elle ne voulait parler que du 6 janvier. Et dès qu'elle prenait la parole, c'était pour ramener donc la fameuse affaire du Capitole. Le fameux assaut contre le Capitole. Oui, excusez-moi, la journée du 6 janvier 2021, lorsqu'il y a eu cet assaut contre le Congrès qui a choqué quand même énormément de monde. Et qui pourrait être utilisé pour disqualifier Trump d'être candidat à nouveau, au passage. Oui, et dont le récit a quand même été un petit... On sait aujourd'hui qu'il y a eu un narratif qui n'était pas un narratif complet, exactement. Et qui était un narratif orienté. Voilà. Mais donc la journaliste était obsédée par cette journée du 6 janvier, alors que le public, eux, voulait parler d'autre chose. Bien sûr. Et c'est le public qui posait des questions sur l'énergie, sur l'inflation, sur les relations avec la Chine. Et cette réunion publique, ça a été un déclic dans la campagne, parce qu'elle a été énormément suivie. Et comme elle était sur CNN par un public qui n'est pas forcément celui qui est habitué à entendre de bonnes choses de la part de Trump, et là on a vu un homme compétent, un homme dynamique, un homme informé, un homme qui avait un programme et qui n'était pas du tout celui qui est dépeint sur ces médias habituellement. Et ça a beaucoup aidé Trump avec justement cette partie de l'électorat qui ne lui est pas naturellement acquise. On a l'impression, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que finalement Donald Trump c'est seul contre tous. Est-ce que ça pourrait se retourner en sa faveur finalement ou est-ce que finalement il est quand même probable que là encore, comme en 2020, il ne puisse pas lutter seul contre toutes les forces du système, j'allais dire? Alors ça, c'est une question que les républicains se posent et à mon avis, ils ne se la posent pas assez. C'est-à-dire qu'on est en train, malgré tout, vous avez aujourd'hui une primaire républicaine. C'est-à-dire que les républicains sont en train de se battre entre eux pour la nomination. Certes, Trump est très largement devant. DeSantis, il a plus de 50% des voix. D'accord. À quel moment vont-ils choisir le candidat définitivement? Comment? À quel moment choisiront-ils le candidat définitivement? Vous aurez des primaires, donc les États vont voter les uns après les autres. Donc les élections commencent le 24 janvier, c'est le calendrier habituel. Vous aurez le fameux caucus de l'Iowa, c'est-à-dire des réunions publiques où on vote pour l'un des 5 ou 6, 7 ou 8 candidats pour la nomination républicaine. Vous avez une semaine après, cette fois, un vote au suffrage universel du camp républicain dans le New Hampshire. Et puis après, c'est la Caroline du Sud. Donc ce sont les primaires. Donc entre fin janvier et début juin, les républicains vont voter pour celui qui veulent être leur candidat en novembre. Et puis vous avez une guerre par élimination, les derniers renoncent, les premiers continuent, ce qui crée la surprise monte soudain dans les sondages. Ron DeSantis, son objectif, c'est de tenir jusqu'à l'Iowa et de créer la surprise. Lors du premier vote, s'il arrivait avec 35% des voix, par exemple, et que
que Trump n'en ait que 45, ça inverse, je dirais, la dynamique. Et là, on se dit, mais non, pas du tout, c'est lui qu'il faut. Et donc, c'est ce qu'il espère. C'est son ambition. Il passe beaucoup de temps. Il n'est pas le seul candidat à espérer que l'Iowa le mette en avant. Inversement, si Ron DeSantis arrive distancé dans l'Iowa et qu'il est troisième dans le New Hampshire, ben, il peut abandonner. Parce que ça veut dire que c'est pas lui qui... Que c'est mort, comme on dit. C'est mort, pour parler familièrement. Donc, il y aura les primaires, elles auront lieu. Avant les primaires, il y aura des débats. Il y a un premier débat qui est programmé à la télévision américaine pour le 23 ou le 24 août. La question actuelle, c'est est-ce que Trump y sera ou est-ce qu'il n'y sera pas ? Parce que beaucoup considèrent que, vu son avance dans les sondages, il n'a aucune raison d'aller à ce débat. Il va jouer contre des minus qui vont lui taper dessus. Alors, ils lui taperont dessus, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, sans doute, parce que c'est l'homme à battre au sein du camp républicain. Mais ça, c'est toute une dynamique difficile chez les républicains, parce que Trump, il est un petit peu intouchable. Vous dites du mal de Trump, vous aliénez sa base, c'est-à-dire pratiquement la moitié du parti. Ça ne laisse pas beaucoup de monde pour voter pour vous. Donc là, les candidats qui ont décidé de défier Trump pour la primaire, ils sont devant un paradoxe. Ils ont besoin d'abattre le candidat qui est en tête, Donald Trump, mais ils n'ont pas le droit de dire du mal de lui, sinon ils s'aliènent une partie du vote républicain. Tout ça, c'est très difficile. C'est ce qui rend la tâche de Ron DeSantis très, très difficile. Mais malgré tout, vous avez une primaire. Et vous avez certaines voix au centre du camp républicain qui disent, ben, au lieu de se concentrer sur cette bataille interne, on devrait se concentrer sur chaque scrutin, chaque État, qui va compter, qui seront les assesseurs, est-ce qu'on va autoriser la moisson des bulletins, les récoltes de bulletins comme ça a été le cas en Californie, dans le Wisconsin et ailleurs, qui permettent un certain nombre de fraudes et de rajouter des bulletins dans un camp. Tout le monde sait très bien aujourd'hui, et je ne veux pas revenir sur une affaire un petit peu terminée, Biden a gagné l'élection, il est président. Incontestable. Par contre, qu'il ait reçu 81 millions de votes légitimes, ça non, personne n'y croit plus aux États-Unis. Personne. On sait très bien qu'il y a eu quelque part, dans différents États, des votes qui ont été rajoutés, qui ont été recomptés, qu'il y a eu un certain nombre d'irrégularités. Ce ne sont pas systématiquement des fraudes, mais elles étaient, je dirais, intégrées dans le système et elles ont permis de faire en sorte que Biden l'emporte. Bon, cet état de fait, il demeure aux États-Unis. Il y a une machine démocrate qui est extrêmement efficace et qui sert aussi à contrôler le vote et à garantir que dans les États où les démocrates, je dirais, comptent les votes, eh ben c'est le candidat démocrate qui l'emporte. Donc les républicains ont des moyens légitimes, juridiques et légaux de mettre leur nez dans ces histoires de façon à, je dirais, garantir l'intégrité du vote. Mais se battre sur cet aspect-là de l'élection est important. Et pour l'instant, les républicains ne paraissent pas se concentrer sur cet aspect. Et ça, à mon avis, c'est une erreur. Merci beaucoup Gérald Olivier. En tous les cas, on a hâte de voir cette présidentielle américaine repartir parce qu'on imagine qu'il y aura beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à regarder. C'est pas fait, il y aura du combat. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis.